Eh ben, on va terminer sur la notion du moi. Et quelle notion du moi? Puisque on a juste intitulé cette partie Grandir. Alors on pourrait prendre pour exemple le cercle Aristote, qui en 5 ans a fait quand même des pas de géant comparé à ce que tu avais mis en place. Et déjà, quel effort de mettre en place tout ça. Nous, Je sais pas s'il y a un effort particulier, si ah tu veux. bah, Non, mais c'est pas de la fausse modestie, c'est qu'à un moment, il faut aussi se demander à soi-même, est-ce que, ça, si tu veux, on est adulte le jour où on ose se regarder dans la glace et se dire, est-ce que ça a servi à quelque chose? Tu vois, parce que si tu veux, le puer aeternis, donc l'enfant éternel chez Jung, euh, si tu veux, l'enfant, et c'est normal, faut maintenir l'enthousiasme de l'enfant. Ouais, super, je le vois. Il faut maintenir le caractère heureux de vivre de l'enfant. Il faut se rendre compte qu'un enfant s'émerveille plusieurs fois par jour. On a fait des études sur un adulte ne connaîtra de phase d'enthousiasme comparable à celle qu'un enfant a tous les jours pendant les premières années de sa vie que 1 ou 2 fois par an à la fin. Enfin, dès l'âge adulte. C'est terrible. C'est pour ça que, si tu veux, de certains hommes, tu vois, je pense au grand Orson Welles, à qui on disait ce géant aux yeux d'enfant. Tu vois. Et à titre personnel, moi aujourd'hui, alors moi j'ai le problème inverse, c'est-à-dire que comme moi j'ai eu des réflexes adultes très tôt, il y a des autres parts de ma vie que j'ai pas eu. Mais ça, bon, c'est une histoire personnelle qui n'a pas d'intérêt. Mais moi je fais des bilans tout le temps. Ce qui d'ailleurs fait que, comme dirait l'autre, j'ai des joies tristes et des peines pas gaies. Nous vivons dans une problématique qui est la problématique des âges de la vie. Essayons d'aller un peu plus loin. Comment cela se marque? Ça se marque, pour la France, par 2 cultes. Le culte à droite de l'adolescence, le culte à la gauche de l'enfance. Personne ne veut devenir adulte. C'est une fuite civilisationnelle depuis les rebelles sans cause. Ça commence à James Dean. Et en réalité, ça vient de quoi? En longue lignée, ça vient des mouvements Volk, des mouvements fascistes, etc., qui ont un culte de la jeunesse. Alors tu me diras, on a toujours eu un culte traditionnel de la jeunesse, mais le culte de la jeunesse était un culte tragique. C'était le culte de la mort belle, c'est parce que tu es beau, et donc tu meurs jeune, donc tu meurs encore en beauté. C'est-à-dire, tu ne connais pas les outrages du temps et de la vieillesse. C'est encore la vision tragique du suicide amoureux en Corée, c'est la grande civilisation du suicide amoureux. On ne veut pas se quitter jusque dans la mort. C'est tragique d'ailleurs, c'est l'une des causes de suicide lourdes en Corée du Sud. Mais il y a une. Avant c'était ça. C'était le culte des morts jeunes dans l'Antiquité grecque, parce qu'on se disait il meurt dans la meilleure version de lui-même. C'est-à-dire qu'il meurt avec il meurt. Et sa beauté juvénile va résonner dans l'éternité. oui, c'était particulièrement le cas des éphèbes, je crois, notamment des favoris. Tu vois, c'est parce que il faut savoir déjà que dans le temps, on était adulte beaucoup plus tôt, ce qui était normal, hein, la durée de vie. En réalité, l'adolescence, on passait de l'enfance à l'âge d'homme, souvent par des rites initiatiques connus des ethnologues. Et l'adolescence, en fait, est une création démographique sur le temps long. Or, nous avons le culte de l'adolescent à droite, de l'enfant à gauche. Ça, c'est pour la société française, mais on peut le retrouver un peu partout. Tout le monde fuit l'adulte. Pourquoi? Parce que l'adulte, c'est la conscience de la finitude de la mortalité. De la finitude de la mortalité et de la nécessité de transmission. C'est-à-dire qu'il faut que je donne, c'est-à-dire qu'il faut que les obligations civilisationnelles de base, donner, prendre et recevoir, soient totalement accomplies avant que je débarrasse le plancher. Parce qu'on débarrassera tous le plancher. Quoi qu'on pense Laurent Alexandre, hein, parce que
si l'immortalité, ça nous fait une éternité avec Laurent Alexandre, l'immortalité est d'une valeur en baisse. On ne s'en rend pas compte, mais on a fait disparaître l'adulte. Je voyais un sketch très très bien fait de Chris Rock. Je trouve un comique américain intelligent et intéressant. Qui gagne à être, qui gagne à être connu. surtout en France. Et Même si Gad Elmaleh piquera tous ses sketchs. c'est à lui que Gad Elmaleh a osé piquer des sketchs. Je Il crois s'est- qu'il il en a- faisait partie. Mais il crois- s'est pas fait condamner, l'autre. Ah, il a échappé à ça aussi. Non, en tout cas, dans l'opinion publique, il est plus vu en odeur de sainteté, quoi. Mais je crois que c'est Dave Chappelle, mais en tout cas, c'est comme dirait l'Éternel, bien fait pour sa tronche. Or, Chris Rock a un très très beau sketch sur « On ne remercie pas les pères de famille ». Parce que le refus de l'adulte, c'est le refus du père. C'est très net. C'est le refus d'accepter la finitude, c'est le refus de se dire « un jour, je ne serai plus là ». Et de se dire que, un, c'est normal. Que deux, de toute façon, il faut l'accepter. Sans nécessairement entrer dans le conditionnement qui peut être terrifiant pour un esprit occidental, qui est celui, alors évidemment dans le Hagakure, pense à ta mort chaque jour, tous les jours, tu devras, tu es transpercé par une épée, tu es transpercé par des flèches, tu es dans un brasier ardent, etc. Je ne dis pas d'aller jusque-là, je ne dis pas d'apprendre à mourir comme le bouddhisme le commande. C'est très dur, en réalité le vrai bouddhisme est très dur. Richard Gere a fait un mal absolument considérable, alors qu'il vient d'un bouddhisme minoritaire qui est une théocratie sectaire et violente, qui est celle des lamas, contre lesquels je n'ai rien, mais... bon, Oui, je crois qu'il y a une anecdote où il a pété une durite avant une interview sur TF1 parce que quelqu'un avait mis du fromage dans sa loge. Donc bon, remettons un peu en cause sa version du bouddhisme. Puis surtout, ça a servi à des films de propagande de merde, dont un film anti-chinois dont je ne me rappelle plus le nom et qui était d'une nullité sans nom. Je ne dis pas d'entrer là-dedans. Surtout qu'attention, il n'y a pas, contrairement à certains christianismes, je pense au christianisme hispanique, et surtout espagnol, il n'y a pas de glorification de la muerte. Il n'y a pas comment dire, d'attrait macabre dans le bouddhisme. Le problème n'est pas là, c'est d'apprendre à mourir comme la philosophie grecque apprenait à mourir. Pierre Hadot a des phrases, Pierre Hadot qui est un grand monsieur, a des phrases magiques là-dessus. Mais nous, on a décidé, avec ce temps à rallonge de l'adolescence, qui au début a été vu comme une sorte de début d'adulte. Tu sais, c'est François Villon, on picole, on se frappe, bon d'accord, qui était vu comme une sortie d'enfance, un début de virilité qu'il fallait éprouver. Ça, à la rigueur, pourquoi pas? C'est pas l'adolescence en tant que problème, c'est l'adolescence en tant qu'idéologie, ou l'enfance en tant qu'idéologie. Alors moi, j'aime trop, d'un côté, j'aime trop les enfants pour qu'on idéologise ça. Et surtout, la volonté de maintenir les populations dans un statut d'enfance ou dans un statut de mineur, avec le culte débile dans une certaine droite de la transgression, culte qu'ils ont maintenant, mais qu'ils ont repris à la gauche, que la gauche avait dans les années 70. Maintenant, la gauche, au-delà de la transgression, elle a le mythe du cocooning, le care, le vivre ensemble. Tu vois ? Pas de vague. Voilà, une mère aimante, une grosse calinothérapie. Et le totalitarisme de la mère aimante, hein. C'est-à-dire, tu peux pas sortir de son étreinte, tu vois. Oui, c'est Folcoche à l'envers, quoi. Alors que aujourd'hui, tu as une pensée de droite débile qui est de ah oui, mais moi je transgresse l'ordre gauchiste. Tu ne transgresses pas l'ordre gauchiste, crétin. Ça reste que dalle. Tu entres de plein pied dans l'idéologie que la forme capitale a voulu. Parce que ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait cette mutation? Évidemment, c'est plurifactoriel. Mais Benjamin Barber, dans son magnifique livre « Comment le capitalisme nous infantilise », l'une des causes principales, c'est tout simplement que la forme capitale l'a voulu. À partir des années 70, c'est pas pour rien,
Parce que c'est le passage du capitalisme monopolistique d'État au capitalisme de consommation. Or, le capitalisme de consommation, c'est quoi le consommateur le meilleur? C'est quelqu'un qui a le désir illimité. Adulte, limite. Limite, problème. Qui a le pouvoir d'achat de l'adulte, l'illimitation du désir, capitalisme du désir, capitalisme désirant, capitalisme, comment on appelait ça également, on appelait ça le, pas sensuel, mais quelque chose comme ça. Impulsif? Non, 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 c'est, mais dans le genre. Et là, tu as le capitalisme, si tu veux, de consommation des années 70, avec l'illimité du désir de l'adolescent. Mais le pouvoir d'achat de l'adulte. Jonction, comme fait le même avec ce personnage qui joue le rôle de Magneto, qui est perfection. Ouais. Perfection. Eh bien, c'est de ça dont il va falloir sortir. Je dis pas... Or, on en sort comment? On en sort par la virilité. On a fait un numéro entier là-dessus, de perspective libre, sur la notion de virilité. Et la virilité, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire réapprendre le sens du tragique, du sacrifice, mais en même temps, de ne plus fuir la brièveté de la vie. Mais de mettre cette brièveté au service de la construction. De ne pas flamber la brièveté de la vie, parce que justement, ce qui est le problème de l'adolescent, c'est le côté flambeur, pour une raison, c'est qu'il commence à prendre conscience qu'un jour il va mourir. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller nos adolescents. Ils se suicident, ils ont des comportements à risque. Et il faut, je ne dis pas qu'il faut les empêcher de les avoir, ce n'est pas possible. Il faut encadrer ces comportements à risque, d'où les rites de passage que nos anciens avaient créés, et que d'ailleurs l'Église catholique n'a fait que singer. Et on atteint le caractère adulte quand on est dans la dépersonnalisation. Une institution devient adulte quand elle est en dehors des personnages qui l'ont créée. Nous saurons par exemple si nous, notre aventure collective est viable le jour où je la quitterai en tant que fondateur. Nous saurons, toute proportion gardée, et je ne mets pas d'équivalence entre les expériences, si le poutinisme est autre chose qu'une part de la transition post-soviétique, si la Russie est capable de faire autre chose après. Voyez. Et bien d'un côté, c'est la même chose pour nous. La dépersonnalisation, c'est-à-dire d'œuvrer que notre œuvre nous survive, ou d'élever nos enfants pour que nos enfants aient leur vie à eux. Et d'accepter que ce surcroît de vie, cette part d'immortalité sera vécue par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. Parce que le but, c'est que nous survivions à la mort, d'une manière ou d'une autre. C'est ça la civilisation. C'est le fait, à travers, c'est la simultanéité des hommes, c'est à travers les nôtres d'accéder à une part d'irréductible. Nous mourrons mais ne disparaîtrons jamais. Ça ressemble beaucoup à ce que tu disais dans notre précédent entretien, et en particulier la notion du moi sur les boomers en fait. C'est l'antithèse. Voilà. C'est l'antithèse. Mais c'est normal, tu comprends, là c'est pas de la redite. Non, non, pas du tout. Si tu veux, c'est Debréen. C'est-à-dire que... Là, tu étais dans le constat chez les boomers, tu es plutôt dans... D'un côté, comment ça se fait? Comment on le fait? Là, de toute façon, et c'est là où on va avoir un véritable problème, c'est que on peut pleurer sur l'école, il n'y a aucun souci. L'école, on a divisé par 2 les temps de formation sur les savoirs. Tu m'étonnes que les gamins en sachent 2 fois moins. On a liquidé les méthodes. Mais surtout, et ça Robert Heidegger le dit très bien dans l'école fantôme, on a enlevé à l'école son rôle de diffuseur de sens. Pourquoi voulez-vous que l'école, alors que l'école apprenne autre chose aux gamins que la neutralité axiologique, et comment voulez-vous que la neutralité axiologique fasse d'eux des individus complets?
La neutralité axiologique, c'est de dire quand même que le bien, le beau et le vrai ne sont pas des objets collectifs et de décision collective. Bon, c'est déstructurant pour un individu. Avant, on avait des cours de morale à l'école. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement les refaire sous la même proportion, je ne dis pas ça. Je dis juste que pourquoi voudriez-vous qu'ils vivent ensemble alors que vous leur apprenez à longueur de journée qu'ils n'ont rien en commun et que quand vous vous adressez à eux, vous vous adressez... Moi, je le vois avec des collègues enseignants qui viennent d'autres civilisations. Je vais donner un exemple, je trouvais un exercice très mignon qu'on fait faire aux petits-enfants en Chine. C'est un exercice de balle. Toute la classe qui est en rond, et ils font rebondir des ballons de basket, et chaque gamin, tac, tac, là, il change de place par rapport au ballon de basket, clac, 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 pour créer un sentiment de corps. Alors que là, vous leur apprenez qu'ils n'ont rien en commun. Et que ce sont des individualités, mais ils ne seront jamais des singularités. Parce que justement, pour devenir une singularité, il faut passer par le truchement du groupe. Et en plus, vous en faites des gens qui sont terrifiés, comme l'est l'adolescent, profondément. Parce que l'adolescent, c'est quoi la question de l'adolescent? Où est ma place? Alors vous faites une société, et là, d'un point de vue psychique, c'est catastrophique. Vous créez une société où vous refusez d'aider les gens à trouver leur place. Et en plus, vous leur dites que c'est pour leur bien. Et vous vivez sur des mythes de minorité. Il y a des self-made men. Il y a des hommes qui créent leur place dans une société. Ils sont si nombreux que ça. D'ailleurs, s'ils créent leur place dans la société, eux, ils ont besoin de personne. Donc c'est pas à eux qu'on s'adresse. Eux, ce qu'il faut, c'est les laisser créer leur trou dans la société. Donc eux, d'un côté, ils sont dans ce titre très drôle de Charles Gave. Sire, surtout ne faites rien. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Bien sûr que non. Et c'est ça le problème. C'est qu'on maintient la neutralité axiologique. Et le problème, c'est que la neutralité axiologique nous a conduit au relativisme généralisé, ce qui était tout à fait normal. Tout à fait normal. Alors ouais, tu me diras, oui, mais si on renonce à ça, parce que c'est ça qui est la matrice de la création des adolescents. Parce qu'il fallait avoir une forme capitalistique consommatrice, mais une neutralité axiologique qui fait que justement tu n'as pas d'acceptation de la finitude. Et c'est pour ça que l'adolescent est un modèle occidental d'exportation. Aucune civilisation n'a créé ça. D'ailleurs, c'est très drôle. À quoi on voit qu'un pays s'occidentalise? À la disparition du rôle des pères. À la disparition du rôle des pères. Avant, la quasi-totalité des cultures tenaient soit des pater familias quasiment à la romaine, ce qui était le cas en Asie, soit, alors attention, avec une division qui faisait que la femme asiatique a toujours eu du pouvoir. Parce que civilisation commerçante est celle qui tient les caisses. Donc, pas partout, mais dans beaucoup de pays, c'est un état de fait. Ou civilisation collective, ou, c'était le cas dans une large partie de l'Afrique noire, l'enfant est l'enfant du collectif. C'est-à-dire, même s'il n'a pas de père attitré, il est élevé collectivement par le village, par les femmes, par les vieux du village, etc. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a toujours eu dans les législations africaines des grosses modulations, parfois très problématiques, sur les problèmes d'adoption. Parce que l'adoption égale le fait de briser un lignage. On est d'accord? Bon. Nous, on a refusé le rôle des pères. Refusé. Très bien. Résultat, on a fait des générations d'adolescents fragiles. Justement parce que l'adolescent demande la limite. Parce que la limite lui donne une place dans la société. Et cette place, il va aller, évidemment, en la bousculant, en l'élargissant. C'est ça la volonté de puissance chez Nietzsche. Hein. C'est comme... vous voyez, c'est la... Vous voyez, vous compressez, et d'un seul coup, vous voyez, ils reprennent leur forme originelle. Ils reprennent leur maximum d'extension. Là, c'est pas du tout ce que les fascistes en ont tiré, tu vois. Pas du tout. C'est un phénomène naturel. Mais pour ça, il faut le cadrage. Et personne... Ce qui ne veut pas dire le culte de la règle pour la règle, tu vois. Le père, c'est pas la schlag. Tu vois.
D'ailleurs, souvent, les sociétés qui aiment la schlag sont des sociétés qui ont avant tout, comment dire, un rapport pathologique à la discipline. Mais Oui, c'est le mentor plutôt qu'on recherche. ce qui va être l'épreuve anthropologique, à titre personnel, moi je pense que Bernard Bourdin a sorti avec Philippe Diribarde un très beau livre sur l'idée de nation. Aujourd'hui, l'idée de nation a comme but premier d'effacer ce que l'antinationalisme a fait. Eh bien, notre but à nous, c'est anthropologiquement de réapprendre aux êtres à grandir pour effacer les dégâts, pas du jeunisme. C'est pas le jeunisme qui a été le problème. Le jeunisme est une conséquence. C'est quoi le jeunisme? C'est de faire rajeunir l'adulte, parce que ce qui compte, c'est son pouvoir d'achat, c'est-à-dire grosso modo qu'il vive à travers une notion de capital, alors que quand on vieillit, on vit à travers une notion de patrimoine. C'est qu'un réflexe anthropologique. À la fin de ta vie, tu accumules pour transmettre. Alors que là, voilà. Oui, l'ennemi du capital dans cette forme-là, c'est l'épargne. C'est le patrimoine d'un point de vue général. Ce qu'il faut flamber dans cette forme-là de capitalisme. Le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre que le capitalisme est un phénomène qui est un phénomène à la fois unique, mais divers. J'espère qu'on y arrivera. De toute façon, on ne va pas avoir le choix. On ne va pas avoir le choix. Là encore, pour des raisons énergétiques, pour des raisons les mêmes que d'habitude. Mais aussi parce qu'il y a toute une part de nos sociétés qui demandent des repères. C'est pas nécessairement à l'État de le faire, mais l'État doit intimer aux différents corps sociaux et intermédiaires le fait de donner une place aux individus. Et donner une place, ça veut dire donner droit, devoir et conscience, justement, de toutes les finitudes. La finitude de moi à moi-même, la finitude de soi par rapport aux autres, la finitude des autres par rapport au collectif des collectifs qu'est la nation. Alors vous me direz, le devoir d'humanité. Le problème du devoir d'humanité, c'est que c'est un devoir zoologique. C'est une notion zoologique, l'humanité. C'est le problème. Personne ne nie qu'elle existe. Le problème, c'est que c'est un sujet sans obligation. Pour une raison, c'est que c'est un sujet dont tous les membres, n'entendent pas qu'il soit un sujet, 2, n'entendent pas la même définition du sujet. 3, c'est un sujet qui est vu qu'il est en dehors de tous les circuits naturels d'affiliation, de reconnaissance. Alors vous me direz, par l'écologie, il l'est moins. Je pense même pas. Je pense même pas, parce qu'en réalité, l'humanité, c'est trop abstrait. Et d'ailleurs, ça se voit. La plupart des écologistes, ils se battent pas pour l'abstrait, ils se battent pour le concret d'un paysage, le concret Notre-Dame-des-Landes, le concret de l'animaliste, c'est le panda, le chat, le machin, etc. Très peu de gens se battent pour l'humanité. Et d'ailleurs, ceux qui se battent pour l'humanité, généralement, ils existent, ils ont toujours existé, c'est une race minoritaire dont Rousseau nous a bien dit, méfiez-vous de ceux qui aiment les Tatars pour ne pas avoir aimé leurs voisins. Donc si tu veux, en réalité, et ça se voit, vous voyez une pensée comme celle d'Edgar Morin, qui est un homme pour qui j'ai énormément de respect à titre humain, c'est quand même de l'humanisme plâtreux, quoi. Comme dirait Léo Dagan, déjà, avec le pâté, c'est pas terrible, mais seul, j'ai l'impression de manger mes chaussures. Vous lisiez Michel Serres, vous lisiez Stéphane Hessel, Gaga Hessel. Je ne dis pas que ce ne fut pas un grand monsieur, je dis que cet humanisme-là, de toute façon, est tout simplement parce qu'il ne s'articule pas vis-à-vis de l'homme situé. Donc il est entièrement déclamatoire. Et en réalité, et c'est pour ça d'ailleurs que les droits de l'homme sont devenus une politique de l'ère du capitalisme adolescent, c'est des droits de l'homme déclamatoires. Or, c'est qui déclame des vers et des poèmes? C'est l'adolescence en cause. Tu vois. Vociférant. Rappelle-toi ce sketch des inconnus. Belchemoul, ça joue le fasciste. Tiens. Et on a tous connu ça, tu vois, l'adolescent boutonneux qui se paye de bons mots. Et c'est normal. Qui cherche une guerre. Oui, mais justement, il faut lui donner ce que mon camarade Idriss Aberkan appelle l'équivalent moral de la guerre. Il faut lui donner un équivalent moral de la guerre. Ils n'ont pas le choix. En tout cas, c'est ce que je crois.
Mais pour ça, il va falloir refaire des hommes libres, comme disait Bernanos, et des hommes libres sont des hommes adultes.